Le quart d'heure méditerranéen est largement passé, puisqu'il y a plus d'une demi-heure, pour certains d'entre vous, que vous êtes déjà fidèles à cette rencontre que je souhaite faire chaque année, qui est cette année organisée pour la 10e fois. Donc, certains d'entre nous sont encore sur la route, certains d'entre nous ont fait demi-tour en raison de la neige parce qu'ils n'étaient pas pourvus des équipements spéciaux, et d'autres sont bloqués. C'est le cas du maire de Guillaume, dont la gendarmerie me disait qu'il est en train de mettre les chaînes, et je pense qu'il ne tardera pas de nous rejoindre. Alors, monsieur le sous-préfet, Raymond Floch, merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir parmi nous pour cette cérémonie. Je veux signaler à vos côtés la présence de nombreux maires, dont mon ami Régis Lebigre, le maire de Nantes, qui s'est déplacé pour cette occasion, et pour moi c'est un symbole vraiment très fort. Merci Régis d'être là. Bravo. Je veux dire également que nos parlementaires ne sont pas présents, mais pour beaucoup d'entre vous, vous en connaissez la raison. Il y a eu le Conseil national de l'UMP qui s'est tenu aujourd'hui à Paris, et cet après-midi encore. Pour beaucoup, nous nous sommes excusés, n'est-ce pas, amis? Et Christian Estrosi et Eric Ciotti m'ont demandé d'être leurs représentants ce soir pour vous adresser leur message le plus amical et le plus sympathique. Lionel Lucas s'était représenté par sa suppléante Annie Double. Michel Tamaro a demandé à Jean-Marc Macario d'être là parmi nous également. Le sénateur Jean-Pierre Leleu, avec qui nous étions hier à Grasse, est représenté par son adjointe, on nous indiquait qu'il est au demeurant avec une base d'ergane également. Et puis, sont parmi nous les représentants de la Chambre d'agriculture, et entre autres, quelqu'un qui me fait grand plaisir d'accueillir à Valbert, mon ami Michel Dessus, avec qui nous travaillons toute l'année. Et puis, je ne vais pas me lancer dans l'énumération des maires, parce que ma liste n'est pas totalement à jour, mais de nombreux maires sont là, au-delà des maires du canton, Éric Maire de Gourdon. Je vois le maire de La Roquette qui est là également. Je vois le maire de Châteauneuf d'Entrone, le maire d'Entrone, le maire de Villeneuve-d'Entrone, le maire de Saône, le maire de Villeneuve, le maire de Beuil, le maire de Roubion, le maire de Puget-Dénier qui est représenté. Et je me suis lancé dans un truc qu'il ne fallait pas faire, parce que beaucoup de maires m'ont appelé et m'ont dit, tu sais, on serait venu. Mais vraiment, je n'ai pas d'équipement pour la neige, donc il y a des Valbergans qui sont de notre commune, il y a les Laurentins qui représentent le maire de Saint-Laurent-du-Var, il y a des Gatiérois qui sont là aussi pour représenter la commune de Gatière, il y a des Carossois, il y a des Brocois, il y a énormément de gens qui représentent l'ensemble de ces communes, de ces maires. Je veux leur dire véritablement combien je suis sensible à leur présence parmi nous et combien je les en remercie. Avant de commencer mon propos, je voudrais inviter monsieur le sous-préfet Raymond Floch, bien que je sais qu'il est dans la période de réserve, mais il ne prononcera pas un discours. Il vient vous adresser un petit message d'amitié. Monsieur le Président, maire de Valberg, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, cher Michel, Mesdames et Messieurs les représentants de la Gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous salue toutes et tous
en vos titres, grâces et qualités. Heureux d'être parmi vous ce soir, je vous ai apporté la neige. Et très heureux qu'elle soit là, tout le monde. Tout d'abord, Jean-Michel Drevet, notre préfet des Alpes-Maritimes, et moi-même tenons à vous dire nos vœux les meilleurs pour 2012. Que cette nouvelle année réponde en tout point à vos souhaits les plus chers. Parce que cette année est une année d'élection, non pas que nous soyons en période de réserve, puisque nous le serons à partir du 23 mars, mais je ne prononcerai pas de vrai discours. Je veux simplement, disons, être là, à titre, je suis là à titre de soutien, à titre amical, parce que j'ai une grande estime pour vous, Monsieur le Président. Et vous savez que je fais ce métier avec le cœur, sincérité et humilité. Mesdames et messieurs les élus, j'aime travailler et vivre à vos côtés en ce magnifique territoire des Alpes-Maritimes. Je veux donc juste, à cette occasion, souligner le dynamisme de la commune de Pérols-Valbert, le dynamisme de son maire, vice-président du Conseil général, et féliciter l'ensemble de l'équipe municipale pour l'œuvre déjà accomplie. De beaux projets sont en cours, d'autres vont naître encore. Des projets porteurs de sens, des projets structurants, des projets apportant richesse et emploi à votre commune, à votre canton, à notre si beau département, aux Alpes-Maritimes. Monsieur le Président, je veux vous dire tout mon appui, celui de mon équipe de la sous-préfecture de Nice-Montagne. Je serai toujours à vos côtés pour soutenir, porter et financer les projets structurants et pourvoyeurs d'emploi. Je veux vous dire que pour tous ces projets, en cours et à venir, vous et votre conseil municipal avez ma totale confiance, mon indéfectible soutien. L'État est un réel facilitateur en nombreux dossiers et sera toujours présent de l'émergence à l'aboutissement des projets d'intérêt général. En 2012, il sera un partenaire à vos côtés, tout comme il a été en 2011, et sans doute encore plus. Vous savez quelle promesse je vous ai faite, il sera encore plus en 2012. À toutes et à tous, je vous souhaite très sincèrement santé, travail, amour, bonheur et générosité pour 2012. Et croyez-moi tous, 2012 sera une grande et belle année pour votre commune, pour votre canton, pour Valbert et pour vous, Monsieur le Président. Vive Valbert, vive les Alpes-Maritimes, vive la République, vive la France. Merci pour ces belles images. Je voudrais remercier la société Gralon et M. Fritz qui se sont prêtés à l'organisation et au montage de cette bande son et de ces vidéos, de ces photos qui, mieux qu'un long discours, expriment la vie publique, expriment l'ensemble des réalisations, expriment tout ce que les maires organisent sur leur territoire tout au long de l'année. J'ai oublié dans mes propos d'accueil de souligner la présence de M. Rébaud, le maire de la Roquette-sur-Vache, mais également de quelqu'un qui nous aide beaucoup, de Mme Agnès Legros, qui est l'inspectrice d'académie. Je lui fais un petit clin d'œil, la remercie. J'ai également omis de signaler la présence de ma suppléante du conseil général, qui est là parmi nous. L'année 2011 a été une année électorale où vous m'avez apporté un soutien massif. Dans la ligne des élections précédentes, vous m'avez apporté plus de 70% de suffrages pour ma réélection au canton de Guillaume, sur le canton de Guillaume, en tant que conseiller général. C'est l'occasion de vous remercier très sincèrement pour ce soutien massif. Pour un canton, mon père le répétait sans cesse, mais je crois qu'il faut enfoncer le clou encore plus aujourd'hui qu'hier,
qui représente plus de 10% de la superficie du territoire des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire un grand domaine, un grand territoire qui reste à organiser. En 2012, il y aura de nouvelles élections. Et ce soir, je ne vous ferai pas de scoop en vous annonçant que je suis candidat à cette élection-là, puisque dès la première apparition de cette nouvelle circonscription dans laquelle nous nous trouvons, qui est une circonscription, je le répète, parce que quelques esprits chagrins veulent qu'elle soit le résultat d'un découpage manichéen organisé sur le plan politique, alors que c'est un découpage administratif qui a été rendu nécessaire par la croissance démographique de la rive droite du département des Alpes-Maritimes, qui a eu beaucoup plus de monde sur son territoire que sa croissance qui a été sur la rive gauche, et qui a obligé à un rééquilibrage. Ce rééquilibrage a fait que la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes au cœur de Nice a été supprimée, et qu'une nouvelle circonscription est née de la composition d'un bout de la 5e dans laquelle nous étions auparavant, d'un bout de la 6e circonscription, celle de Lionel Lucas, ma chère amie, et d'un bout de la circonscription de Michel Tabarot, mon cher Jean-Marc. Et aujourd'hui, cette nouvelle deuxième circonscription n'est plus un territoire nouveau pour moi, je l'ai déjà parcouru de longs et longs moments. Donc ce n'est pas un coup que je vous annonce en vous disant que je suis un nouveau candidat. Et de ce fait, tous les candidats sont tenus à un peu de réserve, y compris au moment des vœux, pour éviter une complexité sur le plan des comptes de campagne. Ce qui peut rentrer dans les comptes de campagne, ce qui ne peut pas y rentrer. Alors je ne profiterai pas de cette cérémonie de vœux, comme je le fais d'habitude, pour vanter l'action que j'ai, soit en ma qualité de maire de Péronne, de président du syndicat intercommunal de Val-d'Air, de conseiller général du canton de Guillaume ou de vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes. Je le disais, les images sont suffisamment éloquentes et porteuses. Non, cette année, même si vous pensez vous en sortir hier avec un discours qui sera court, je vais m'efforcer malgré tout de le raccourcir. Je ne vous laisserai pas repartir sans vous dire un petit peu ma vision du monde, sans vous dire un petit peu ce que je pense de l'enjeu de 2012, parce que s'il y a une élection législative au mois de juin, avant l'élection législative, il y aura une échéance présidentielle. Et là, je veux le dire, même si pour certains d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de me voir faire des jugements politiques au moment des vœux, se diront, tiens, il fait de la politique au niveau des vœux. Non, je vais essayer de le faire de façon la plus objective possible, mais il m'apparaît que l'enjeu est fort. Nous vivons dans un monde qui bouge vite, qui explose, un monde qui change tous les jours, un monde nouveau, qui est en rupture totale avec ce que nous avions l'habitude d'avoir. J'en veux pour preuve la rapidité des moyens de communication. La révolution du numérique est en cours. L'année dernière, je vous en ai longuement parlé. Et cette année, je résumerai cette vitesse en vous parlant des ordinateurs que l'on prévoit à l'horizon 2018 qui calculeront à la vitesse de l'hexaflop. L'hexaflop, c'est 10 puissance 15, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations à la seconde. On a une notion de vitesse. On peut s'interroger de savoir à quel moment l'ordinateur réfléchira plus vite que la pensée humaine. Dans la transmission des données, avec l'apparition des moyens rapides, grâce d'ailleurs peut-être au numérique, de l'aviation qui est très performante, de la transmission de ces données par des ordinateurs qui aujourd'hui font partie de notre paysage, et cela depuis seulement 1973, et nous vivons avec comme si nous les avions toujours eus et qu'ils étaient nés avec nous. L'apparition du Minitel qui fait déjà partie des archives et apparaît au musée, et qui pourtant n'est apparu qu'en 82, mais qui a été très rapidement remplacé
sur une période très bousculée de 91 à 95 par les téléphones portables, par les appareils de photos numériques et surtout par l'apparition du web et de l'Internet qui fait que vous envoyez aujourd'hui un courrier rapidement fait entre Valverde et le Japon ou la Chine ou un autre endroit du monde en quelques secondes seulement. Le monde bouge, j'en veux pour preuve la multiplication des sources d'information. Nous sommes abreuvés d'informations. Il y a peu de temps encore, celui qui détenait l'information détenait le pouvoir et l'utilisait au bon moment, quand cela lui semblait être le bon moment. Aujourd'hui, il y a pléthore d'informations, vous y avez accès par les banques de données Internet très facilement. Vous ne savez d'ailleurs plus quelle information regarder, et celui qui peut détenir le pouvoir, c'est celui qui va juger de la bonne information et s'en servir au bon moment. L'explosion démographique et urbaine. Là aussi, on a souvent l'habitude de dire, nous sommes 7 milliards d'individus aujourd'hui sur la planète. En 2025, on sera très probablement 8 à 9 milliards. Et en 2050, on sera sur les prévisions pessimistes 9 milliards et sur les prévisions optimistes 12 milliards. Et aujourd'hui, j'ai appris avec surprise, en lisant d'ailleurs un reportage dans Internet, que la ville inconnue, en tout cas moi je ne la connaissais pas et je pourrais vous interroger, je suis bien persuadé qu'il y en a plein dans la salle qui la connaît, de Chongqing en Chine, qui est devenue, tenez-vous bien, la première ville du monde en termes de population, avec 34 millions d'habitants, c'est-à-dire la moitié de la France sur une seule ville chinoise. Autant dire que là aussi, on voit que le monde bouge et que nous ne sommes pas grand-chose. Le monde de la finance, qui lui aussi, de façon insidieuse, mais de façon certaine, attaque nos économies. J'en veux pour preuve la crise que nous subissons aujourd'hui, la montée du chômage, la crise économique, qui trouve son origine en 2008 avec la crise des subprimes sur le continent américain, qui a apporté une crise bancaire que nous avons d'ailleurs réglée dans l'année 2008, je ne sais pas par quel miracle et avec quelle vitesse, mais qui a amené rapidement les agences de notation à montrer les états du doigt et à dire « Oula, attention, le monde va mal parce que la dette publique est très importante et il faut aujourd'hui rentrer dans les clous, avoir un endettement moins élevé, sans ça, on va vous supprimer vos A et le triple A, vous n'en aurez plus que 2, vous n'en aurez plus qu'un, et peut-être si vous vous tenez pas bien et que vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'en aurez plus du tout. » Et nous étions un peu dans une forme de psychose, parce que le mot est un peu fort, mais dans un malaise, en se disant que le triple A pourrait nous être supprimé. Et on a vu en définitive que l'impact de la suppression d'un A avait été anticipé par tous les marchés, que le cours de la bourse ne s'était pas effondré, que les taux d'intérêt n'étaient pas montés, et que nous étions donc sur une bonne pente, ce qui veut dire que là aussi, il faut relativiser un petit peu le concours de ces agences de notation, et surtout, la surmédiatisation des choses qui fait que nous arrivons à une forme de désinformation dont il faut se méfier. Une ambiance morose s'installe par la désinformation, allant là quelquefois jusqu'à la psychose. Et moi je veux vous dire ce soir, comme je le fais régulièrement chaque année, que je suis déterminé à rester optimiste. Je crois beaucoup au génie inventif de l'homme. Je crois beaucoup à sa capacité de travail, à sa capacité de se reprendre. Je veux dire qu'il faut avoir foi en notre avenir. Je reprendrai pour cela une citation de Winston Churchill, qui disait que pour le pessimiste, chaque opportunité est une difficulté. Et pour l'optimiste, chaque difficulté représente une opportunité. Je crois que là-dessus,
il faut véritablement que l'on pense fortement à cette situation, parce que les générations qui nous ont précédés n'ont pas eu la vie facile. Elles ont connu aussi des difficultés. Je pense au moment où le général de Gaulle a pris les affaires de la France. Comment a-t-il fait à la sortie de la guerre, au moment où il n'y avait plus grand-chose, où il n'y avait plus rien, où tout était à reconstruire pour faire une bonne société? Bien tout simplement parce que les Français ont retroussé les manches et parce qu'ils se sont mis au travail. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous ensemble concourir à faire le choix qui nous sera proposé sur l'année 2012 pour que nous trouvions, eh bien, de nouvelles valeurs, mais basées sur les valeurs qui ont fait que la France soit un pays fort, solide. La famille, qui est la source de la stabilité. L'éducation, avec des jeunes qui sont de plus en plus instruits et qui pourtant ont de plus en plus de mal à trouver du travail et qui pourtant se retrouvent quelquefois en difficulté sur les principes fondamentaux que l'on apprend à l'école. Et là, je fais un petit clin d'œil à mon père et à tous ceux qui, comme monsieur le sous-préfet, sortent de l'enseignement. Nous avons besoin de reprendre cette culture de la langue, savoir bien écrire, savoir compter, sont des choses qui sont simples, mais qui amènent à avoir des raisonnements construits, logiques, sur des bases fondamentales. Je crois qu'il faut que l'on s'attache fortement à cela, et puis revaloriser le travail. Pour moi, je pense qu'on peut dire qu'il faut l'égalité entre nous. Oui, l'égalité entre nous, certainement, mais sur le plan de la valeur travail, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas plus d'égalité, mais plus de justice. Il faut récompenser ceux qui travaillent, il faut mettre les Français au travail. Je suis d'accord pour que certains d'entre nous ne veuillent pas travailler à condition qu'ils aient les moyens de se payer ce luxe et surtout qu'ils n'attaient pas leur fait de ne pas travailler sur de l'argent public. Donc vous voyez, ce sont des éléments simples que je livre à votre sagacité, tout simplement, en vous disant, j'ai envie que nous en discutions toute cette année, parce que l'année 2012 est une année cruciale. Nous sommes en pleine crise, et tous ceux qui aujourd'hui parlent à la radio, à la télévision, dans les journaux, et qui font des propositions et qui occultent totalement cet état de crise, qui occultent totalement les difficultés budgétaires que sont les nôtres, qui occultent totalement le fait que nos entreprises ont assez de payer des impôts, que les contribuables ne peuvent plus payer d'impôts non plus, parce que dans tout cela, c'est la consommation qui baisse, et nous sommes dans un cercle qui n'est pas un cercle vertueux, mais plutôt un cercle vicieux. Alors je dirais qu'au chant des sirènes de ceux qui assènent des contre-vérités et des promesses fantaisistes, des raccourcis et des visions démagogiques, je pense qu'il faut se tourner vers ceux qui nous feront des propositions de tenir bien la barre, qui ont la capacité à conduire notre pays sans démagogie, avec une vision globale, une expérience nationale, européenne et mondiale. Pendant 4 ans, j'ai eu le bonheur d'être un peu présent à l'Assemblée nationale, de façon intermittente. Mais en 4 ans, j'ai pu percevoir combien notre gouvernement avait fait du bon travail, combien le président de la République était au commande de nos affaires, et combien les députés assidus à l'Assemblée nationale travaillaient. Et je pense que le bilan est bon. Malgré les coups de boutoir répétés de la crise que je viens d'évoquer, nous avons réformé, nous avons protégé les Français du mieux possible. Aujourd'hui, l'opposition et les médias, qui quelquefois caricaturent un peu et travestissent les propos, tirent à roue sur le bonnet. Selon certains, le président de la République et le gouvernement seraient donc responsables de la récession économique et de l'augmentation de la dette. Or, nous voyons bien qu'en 5 ans, la dette a augmenté de 30% en Espagne, sous le gouvernement de M. Zapatero, qui pourtant a appliqué un des principes qui nous est demandé aujourd'hui,
la relance de l'économie par la consommation. Ça ne les a pas empêchés d'augmenter la dette de manière formidable. Plus 32% aux États-Unis, plus 35% en Grande-Bretagne. Donc nous voyons que la France est loin d'être aussi endettée que ces pays-là, et que ce n'est pas la crise que c'est la crise internationale qui est plutôt responsable de notre dette, plutôt que d'une mauvaise gestion conduite par les affaires du pays, par notre président de la République. La volonté d'ailleurs qu'il a affichée d'instaurer la règle d'or, qui a été rejetée, me convenait particulièrement bien. La règle d'or, c'était tout simplement la reprise des accords de Maastricht de 92, qui prévoyait et qui empêchait les États d'avoir un dérapage budgétaire de plus de 3% du budget dans l'année. Et c'est un principe qui n'a jamais été tenu. La règle d'or, c'était de voter le principe de l'équilibre budgétaire. Les maires qui sont dans la salle le savent bien, les collectivités locales, les communes, les collectivités territoriales, le conseil général, le conseil régional, n'a pas la possibilité de faire du déficit budgétaire. Monsieur le préfet veille à ce bon équilibre. Si l'État se dépareille, il n'y aurait pas depuis 30 ans, tout gouvernement confondu, de droite et de gauche, le déficit public que nous subissons et sur lequel il faut véritablement mettre un terme. Et pour cela, je vais vous faire un clin d'œil. Un de mes amis m'a envoyé un SMS en reprenant une déclaration de Cicéron. Cicéron, c'est pas d'aujourd'hui. 50 ans avant Jésus-Christ. Il déclarait la chose suivante. Les finances publiques doivent être saines. Le budget doit être équilibré. La dette publique doit être réduite. L'arrogance de l'administration doit être combattue et contrôlée de peur que Rome ne tombe en faillite. Et il rajoutait au bout de son discours, et surtout, la population doit encore apprendre à travailler au lieu de vivre de l'aide publique. J'ai été franchement étonné de voir ce morceau du discours de Cicéron prononcé il y a plus de 2000 ans. Autant dire que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Alors, sincèrement, je trouve que le contexte est difficile, mais que le bilan est bon, que la réforme des retraites engagée est une réforme toujours repoussée par tous les gouvernements jusqu'alors, et que celui-ci a eu le courage de le mener à bien. Du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux pour dire qu'il faut diminuer les impôts, c'est bien, mais il faut en même temps diminuer les dépenses. Comment fait-on pour diminuer les impôts si on ne diminue pas les dépenses? C'est un processus engagé, et aujourd'hui on nous propose de relancer par de la création d'emplois, de postes d'enseignants, 62 000 enseignants, dont on peut d'ailleurs se demander sur quels emplois ils vont être pris, puisqu'on raisonne sur la création d'emplois à périmètre constant, c'est-à-dire à budget constant, c'est-à-dire sans diminution de fonctionnaires. Et puis, la suppression des droits de succession, qui nous concerne tous. L'instauration des peines planchées pour les récidivistes. Le Grenelle de l'environnement. La loi sur la touristique du député maire Antibes, Jean-Léon Messi, qui me paraît équilibré. J'ai pas envie, moi, d'aller plus loin. J'ai vu sur les bancs de l'Assemblée nationale voir combien le débat est difficile dès qu'on parle de l'euthanasie. C'est, je ne veux pas dire n'importe quoi. Alors, je dirais que sur le plan de la sécurité, malgré les faits divers qui sont repris par les médias, l'insécurité a diminué en France de 8% depuis 2007, contre une augmentation de 17% sur le gouvernement précédent. En Europe, le sauvetage de l'Europe et de l'euro. On a vu notre président de la République à la manœuvre. Je suis certain que ça n'a pas été simple pour lui. Le couple Franck-Allemand a été un couple qui a travaillé dur pour tenir cette Europe debout. Le sauvetage de l'euro, quand je me souviens de Christine Lagarde, qui passait des nuits et des nuits pour essayer de sauver l'euro, et aujourd'hui, là aussi, certains nous proposent de revenir en arrière, de balayer l'Europe, de balayer 100 ans de travail,
de balayer l'euro qui existe depuis 2001 et qui a le seul inconvénient d'être mal contrôlé, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux contrôler l'euro. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous faire partager en ce début d'année sur ces valeurs que je voudrais défendre à l'avenir, sur ces valeurs que je voudrais défendre après avoir discuté avec vous, bien évidemment. Et je saute tout de suite sur l'intercommunalité, parce que je ne peux pas vous en dire, ne pas vous en dire deux mots. Nous l'avons vécu au niveau du département avec des degrés de satisfaction divers. Aujourd'hui, on a une satisfaction. Je le dis chaque fois que je le peux. C'est l'existence d'une métropole dans les Alpes-Maritimes. Même si certains d'entre nous regrettent de ne pas être dans cette métropole. J'en trouve d'ailleurs tout autant de chez nous qui disent qu'ils sont bien de ne pas avoir été accueillis dans la métropole, en tout cas dans ce premier temps. Et qu'il y aura certainement des étapes ultérieures. Il y a des endroits où l'intercommunalité a été moins bien vécue. Vous l'avez vu dans la presse, sur l'ouest, sur l'est. Et puis, il y a l'intercommunalité qui nous occupe, avec les maires de la communauté de communes centrales, avec les maires de la communauté de communes des vallées d'Azur, de Puget-Théniers, avec les maires de la communauté des vallées de l'Estéron, la moitié de l'Estéron. Eh bien, moi, je peux vous dire que je fonde de grands espoirs sur cette communauté. Même si elle n'est pas rattachée à un bout du littoral, nous avons à construire un nouveau territoire et je suis persuadé que nous le ferons et que nous le ferons bien avec nos amis du canton de Puget-Théniers, du canton de Lina, du canton de Roté-Théron et du canton de Guyane. Je veux vous dire deux mots aussi sur Val-d'Air, parce que même si je ne veux pas vous présenter tout ce que je fais chaque année, je veux adresser tous mes remerciements au personnel du centre administratif de l'Office du tourisme, aux moniteurs de l'école de ski qui ce soir sont venus nombreux, tout comme le personnel des remontées mécaniques, aux commerçants de la station de Val-d'Air qui, pour la première fois depuis longtemps, pour la première fois, ça fait déjà 2 ans qu'ils existent en termes d'association, donc c'est pas tout à fait nouveau, mais leur action devient de plus en plus pertinente, et ils m'ont d'ailleurs passé un message pour que je vous remercie en leur nom, mais je le fais également au nom de la municipalité de Péronne, du syndicat intercommunal de Péronne, de la population albergane et de tous ceux qui viennent en vacances chez nous, de remercier les artisans de la neige qui, malgré le manque de neige cette année, sont arrivés à produire suffisamment de neige sur nos pistes de ski pour que dès le mois de décembre, dès les vacances de Noël, nous puissions avoir une station qui fonctionne, une station ouverte, et petit à petit, le nombre de pistes de ski n'a cessé d'augmenter. Le travail qu'ont fait les snowmakers, les pisteurs, les dameurs, c'est un travail colossal. Je veux les en remercier très sincèrement, vous pouvez les applaudir. Je profite de remercier les sapeurs-pompiers, le corps des sapeurs-pompiers de Beuil, celui de Péronne-Val-d'Air, celui de Guillaume. Les 3 corps travaillent en parfaite entente pour assurer notre sécurité. Notre sécurité assurée par la gendarmerie et l'adjudante Coralie, qui représente ici le capitaine Tonani, qui n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons d'intempéries, et elle qui commande la communauté de brigade de Guillaume et de Val-d'Air. Je sais combien vous nous êtes d'un précieux secours avec vos gendarmes, je veux vous en remercier également. Et puis enfin, parce que je crois que c'est un peu dans l'histoire, j'ai envie ce soir de vous dire, au moment où je me lance dans une campagne qui va être importante, mon histoire. L'histoire d'un jeune qui est né en 1956, d'un instituteur du village qui était installé ici, avec son épouse qui tenait un hôtel, qui a grandi sur Val-d'Air, qui a grandi sur ses pistes de ski, qui petit à petit s'est forgé
une conviction de vouloir rester attaché à cette terre de Val-d'Erec, à cette station de sport d'hiver qu'il a tant aimé et tant apprécié. Et puis, petit à petit, après avoir fait des études, il s'y est installé. Il a fondé un foyer, il a rencontré Geneviève, il a eu 3 enfants, 3 filles. Et puis, petit à petit, il s'est installé parce que son père l'a amené. J'étais pas vraiment fait pour faire de la politique. Ceux qui le savent, ceux qui me connaissent, le perçoivent bien. Mais petit à petit, mon père m'a amené aux responsabilités communales. En 1983, je suis rentré au syndicat intercommunal de Val-d'Erec. En 1989, je suis rentré au conseil municipal de Péronne. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu. Je suis rentré ensuite dans l'intercommunalité du canton de Guillaume. Et j'ai voulu, quand mon père a souhaité que je prenne sa suite, créer la première communauté de communes du département des Alpes-Maritimes pour ce qui est de la montagne. Et avec mes amis Jean-Paul David, Raymond Ricci qui est venu un peu plus tard, Roger Bottero, avec Claude Bizet qui n'est pas là ce soir, nous avons fondé cette communauté de communes et les maires nous ont rejoints petit à petit et ils m'ont fait une totale confiance qui m'a permis en 1998 de me présenter aux élections régionales, en 2003 d'être au cantonal, et je dois dire que ce soutien m'a vraiment touché au plus profond de moi, et je redis encore ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un grand merci pour votre présence, pour vos encouragements, parce que la deuxième circonscription, qui est un challenge sur lequel je me lance, est un vrai pari de partir de Guillaume, Antron, et d'aller jusqu'à Saint-Vallier-de-Thiers, Saint-Césaire, un canton qui est complètement à l'ouest, en passant par le canton de Saint-Auban, en passant par le canton de Grange-Nord, en passant par le canton de Vence, en passant par le canton de Coursegoule, en passant par le canton de Carros, en passant par le canton de Roquestéron, je crois que je l'ai dit, le canton de Villars, le canton de Puget, le canton de Guillaume. Vous voyez qu'il y a un parcours à effectuer sur lequel j'ai vraiment besoin de vous. Alors, un grand merci d'être toujours fidèle au rendez-vous et je vous souhaite sur ce, tous mes meilleurs pour l'année 2012, beaucoup de bonheur, de réussite, de joie pour vos familles, vos enfants et tout ce que vous pouvez entreprendre. Bravo. Je